Breton, fils de paysanne et de marin, soldat décoré de l'armée française, plus jeune député de France et chef incontesté de la droite nationale française. Salut, je m'appelle Mehdi Mathieu et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Jean-Marie Le Pen. Dans la première partie, nous avions vu comment cet homme, que tout destiné à devenir marin-pêcheur, était devenu chef d'un parti nationaliste et populaire. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui a permis à Jean-Marie Le Pen et au FN de passer d'un tout petit parti marginal au deuxième parti de France. Cette histoire est juste épique, car rien ne prédestinait le Front National de Jean-Marie à avoir le destin qu'on lui connaît. Alors installez-vous bien dans votre siège et c'est parti pour l'incroyable histoire de Jean-Marie Le Pen. Monsieur Le Pen, est-ce que demain vous irez à l'enterrement de Maurice Papon? Et ta sœur, elle y va, elle? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Nous venons te dire aujourd'hui, la reconquête est commencée. Jeanne, au secours! Député qui est de rester aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira. Avant le début de la vidéo, je tiens à remercier Esthète. Excusez-moi pour la voix, je suis extrêmement enrhumé. Esthète, c'est l'entreprise d'un ami artiste qui crée des tableaux uniques mettant en valeur des icônes patriotes qui ont marqué l'histoire. Ça fait des mois qu'il travaille pour vous proposer des tableaux entièrement faits en France. Dessinés à la main, en peinture numérique, et imprimés chez un artisan lyonnais sur un papier d'une qualité supérieure. Pour ma part, j'ai celui du Menhir, en plus ça colle bien à la vidéo, et puis pour faire la paire, j'attends celui de Jeanne d'Arc. Au secours! Que je devrais bientôt recevoir. Chaque tableau est en édition limitée avec 3 couleurs au choix et 2 tailles disponibles. Vous pouvez aussi choisir le cadre. Personnellement, j'ai une préférence pour l'or qui se marie parfaitement avec les murs blancs. Alors si vous aimez comme moi l'histoire de France ou l'une de ses personnalités, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Esthète. D'autant que si vous commandez le jour de la sortie de la vidéo ou le lendemain, vous recevrez votre tableau pour Noël. Et c'est plutôt un cadeau qui a de la gueule. Vous retrouverez évidemment le lien en description et profitez de 10% de réduction sur chacune de vos commandes avec le code Mathieu10. Alors soutenez une entreprise d'art français, soutenez Esthète. On est en 1980 et ça fait 7 ans que le Front National existe. Mais le parti enchaîne les scores minables. À 50 ans, Jean-Marie semble condamné à n'être qu'un marginal de la politique. Mais la France est en déclin. La politique économique de Mitterrand ruine le pays, les vagues migratoires s'accélèrent et le peuple français voit sa condition de vie se détériorer de jour en jour. Les discours inquiétants de Jean-Marie semblent désormais bien réels pour une partie déclassée du peuple français. Les municipales de 1983 sont un tournant pour le Front National. Pour la première fois de l'histoire, le parti obtient des élus en France. Puis le soir du 13 février 1984, dans l'émission L'heure de vérité, Jean-Marie sort à la grosse artillerie. Il prouve à la France qu'il a les capacités d'être un homme d'État. Des millions de Français sont séduits par son combat, et après son passage télévisé, le FN décuple son nombre d'adhérents. En 1984, il devient le chef incontesté d'un nouveau souffle français. Patriote, populaire et anticommuniste. Cet élan est formidable pour lui. Mais la politique ne se joue pas uniquement sur les plateaux télé. Jean-Marie en a assez de brasser de l'air. Il veut un rôle direct dans le pouvoir, et ça tombe bien, parce que des élections décisives arrivent. On est début juin 1984, et la campagne des élections européennes fait rage. Un homme, avant ignoré des médias, cartonne sur le petit écran. La presse se l'arrache, c'est Jean-Marie Le Pen. Captivant et efficace, l'audimat explose dès qu'il apparaît. C'est une véritable bête médiatique. Son objectif est clair, battre son rival de toujours, le Parti communiste. Oui, Jean-Marie n'aime pas du tout les communistes. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous renvoie à la première partie de sa vie en cliquant juste ici. Fin juin, les résultats sortent. Le Front National fait une percée historique avec un score de 11%. 2 ans plus tôt, le parti galérait à atteindre les 2%. Les communistes qui étaient proches des 20 sont maintenant dos à dos avec un front déterminé. Comme quoi en politique, tout va très vite. Jean-Marie se réjouit du score, mais franchement, il s'y attendait. Et tant qu'il n'aura pas écrasé le Parti communiste, il restera insatisfait. Seulement quelques mois après les élections, un petit drame personnel chamboule la vie de Jean-Marie. Pierrette Le Pen, sa femme et mère de ses 3 filles, se tire, tout simplement. Et pas avec n'importe qui. Elle part avec le journaliste chargé d'écrire la biographie de Jean-Marie, qu'il logeait depuis des semaines sous son toit. Ouais, cruelles ces femmes. Surtout que pour faire rager son ex-mari, elle poste des photos en tenue de soubrette dans Playboy. Et en vrai, imagine qu'il arrive pareil à Macron. Ouais, non, imagine pas en fait. Brrr. Abandonné par sa femme, Jean-Marie fait une grave dépression. Et dans la foulée, il quitte le Front National. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Tu as cru, hein? Non? Bah t'as bien raison, parce que c'est pas le genre à se laisser abattre
pour une femme. Maintenant qu'il est connu en France, il veut que le monde entier sache qu'un nouveau parti nationaliste et populaire est en train de cartonner en France. Il organise alors avec le Front une grande tournée internationale. En premier, direction les États-Unis. Il enchaîne les conférences et exige même des excuses au directeur du Washington Post qui l'avait diffamé dans un article. La légende dit qu'il a pris par le col et collé 2 claques. Mais rien n'est sûr. Pour finir, Jean-Marie va au Japon où il se fait un nouvel ami, Yasuhiro Nakasone, qui est juste le Premier ministre japonais. Le monde connaît maintenant le nom de Jean-Marie Le Pen. Mais une chose lui manque pour définitivement se placer en politique. En 1986, les élections législatives déterminent les députés de l'Assemblée nationale. Cette année-là, c'est par un scrutin proportionnel que se jouent les élections. Pour le Front, c'est une chance inespérée d'emmener une joyeuse équipe à l'Assemblée. Voilà 24 ans que Jean-Marie n'y a plus mis un pied, mais cette année-là, il est bien décidé à mettre fin à ses vacances. Le 2 avril, les résultats tombent. UDF-RPR, 282. Front National, 37. Le Front National fait une entrée tambour battant à l'Assemblée. Et le Front National a donc atteint son premier objectif, battre le Parti communiste. C'est un âge d'or pour le Front National. Et pour Jean-Marie, il y a encore une chose qui manque à son parti. L'heure est aux victoires, et les victoires, ça se fête. Alors c'est décidé. Chaque année, un grand défilé est organisé à la gloire de Jeanne d'Arc, symbole le plus pur de la francité et de résistance à l'envahisseur. Toi qui fus appelé par les voix du ciel, tu appelas le peuple à se dresser contre l'envahisseur étranger. Mais c'est pas tout. Sur sa lancée triomphante, il organise les Bleus Blancs Rouges, un grand festival annuel où l'on célèbre la France, son histoire, son folklore, ses musiques, sa bouffe, enfin bref, un truc bien français. J'ai même une petite anecdote sympa à ce sujet. C'est à ce festival qu'un fameux Dieudonné se rend compte que le showbiz c'est pour les escrocs et qu'avec la France profonde, on s'éclate bien plus. Je n'appelle pas encore à voter Le Pen, mais je fais un petit tour. Tout un univers se crée autour du Front National. Et Jean-Marie commence à se dire « il y a peut-être un monde où je déménage à l'Élysée là ». Et il délire pas du tout. L'équipe du Front National est brillante. Personne ne trouve à redire sur le travail fourni, que ce soit à l'Assemblée nationale, où il attaque la droite et la gauche, ni au Parlement européen, où il forme des coalitions de patriotes de l'Europe. Tout est impeccable et une dynamique impressionnante soulève le front. Certains sondages donnent même Jean-Marie à 20% d'intention de vote. L'ascension fulgurante du Front National est spectaculaire. Rien ne semble pouvoir arrêter le train en marche. Rien. Vraiment ? On est en 1987. Et la réalité semble donner raison aux prédictions de Jean-Marie. Le peuple français se désolidarise totalement du Parti communiste et beaucoup pensent que le vrai représentant de la classe ouvrière, c'est le Front National. Chaque élection se conclut en raz-de-marée bleu marine, mais c'est loin de plaire à tout le monde. Jean-Marie critique l'étatisme, l'excès de socialisme et les politiques migratoires. Beaucoup de journalistes et de politiques se sentent directement attaqués et voient d'un très mauvais œil cette montée fulgurante. En tête, le maire de Paris, Jacques Chirac. Devenu Premier ministre en 1986, le futur président n'apprécie pas du tout cette montée en puissance du Front National. Sur conseil de Bernard-Henri Lévy, il crée un véritable cordon sanitaire entre les frontistes et le reste des députés. Et ceux qui braveraient l'interdit seraient virés du parti. Vachement radical le Chirac, hein. Cette mesure choque, que ce soit au Front ou au RPR. Beaucoup de députés ont de nombreux points communs. Refuser l'alliance, c'est laisser les socialistes et les communistes gagner. Mais Chirac, c'est pas son problème. Il est un fanatique anti-Le Pen, au point où lorsque les députés frontistes proposent une loi inscrite dans le programme du parti de Chirac, les députés RPR sont obligés de voter contre cette loi. On marche littéralement sur la tête. C'est à cette période que Jean-Marie commence à pointer du doigt le système, une sorte d'entité qui rassemble la gauche et la droite historique et leurs médias associés, prêts à tout pour éviter l'émergence d'une nouvelle force politique. Les députés frontistes sont marginalisés à l'Assemblée. Mais Chirac veut définitivement virer le Front National de l'hémicycle. Quelques semaines après avoir été désigné Premier ministre, Jacques Chirac supprime la proportionnelle aux législatives avec l'article 49.3. Le Parlement n'a pas vocation à refléter un paysage politique national dans toutes ses nuances. Sa décision n'est donc même pas votée à l'Assemblée, et avec le retour du scrutin majoritaire, le Front National aura beaucoup plus de mal à faire élire des députés. Qu'importe, la présidentielle arrive et Jean-Marie compte bien se battre. Jacques Chirac en deuxième position 19,5, Jean-Marie Le Pen 14,4. Ce sera l'un des événements de cette soirée. Pour gagner face à Mitterrand, Chirac le sait. Il a besoin des voix de Le Pen.
Charles Pasqua, bras droit de Chirac, est favorable à une alliance entre les deux hommes. Dans l'entre-deux tours, il organise une rencontre. Après une brève discussion, toute alliance est repoussée. Chirac refuse catégoriquement de s'associer avec le Front National. C'est une grande déception pour Jean-Marie. Il est dans une impasse politique et comprend que peu à peu, dans ce milieu, personne ne lui fera de cadeau. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment sortir de cette impasse? Eh bien, la seule solution que trouve Jean-Marie, c'est d'être incontestablement le meilleur. Et comme on l'a vu, il est sur la bonne voie. Son parti grandit à vue d'œil et les échecs des politiques au pouvoir favorisent la montée du front. Mais le système ne peut laisser cette dynamique grandir. Il faudra qu'une déclaration pour briser la montée frontiste. Le 13 septembre 1987, Jean-Marie est l'invité du grand jury sur RTL. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. La déclaration passe inaperçue les premiers jours, jusqu'au moment où l'ambassadeur d'Israël s'empare de l'affaire. L'info remonte jusqu'à Ariel Sharon, Premier ministre israélien, qui dénonce les propos à la presse. Il ne manquait que ça pour frapper définitivement Jean-Marie d'antisémitisme. C'est la colère quasi générale en France à la suite des propos de M. Le Pen qui a mis en doute l'existence des chambres à gaz. À partir de cet instant, un terrorisme intellectuel sera mené contre Jean-Marie. Chacune de ses déclarations seront étudiées à la loupe et interprétées à son désavantage. C'est le début de la grande diabolisation qui ne fait que commencer. Le 10 mai, la France découvre avec horreur le saccage du cimetière juif de Carpentras. Le ministre de l'Intérieur, à peine arrivé sur les lieux, et sans la moindre preuve, désigne le FN comme le responsable moral du saccage. La diabolisation fonctionne. Pour stopper son ascension, il était urgent d'associer Jean-Marie à Hitler. Fin août 1988, le ministre Michel Durafour en rajoute une couche. Il déclare qu'il faut exterminer le front. Exterminer, rien que ça. Insulté et humilié par la presse, mis au banc de l'Assemblée, Jean-Marie en prend pour son grade et un peu de répit lui ferait le plus grand bien. Pour ça, Jean-Marie apaise les tensions et répond à ce fameux Michel Durafour. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Ouais, il apaise rien du tout. Faut bien admettre que cette blague ne joue pas du tout en sa faveur. Une vague diffamatoire se renforce contre Jean-Marie et son parti. Cracher sur le FN devient un passage rituel pour faire de la politique ou obtenir sa carte de presse. Dans les manifestations, les partis de gauche s'en donnent à cœur joie. À mort Le Pen, une balle, le FN, une rafale. Tout est bon pour cancel les frontistes de l'horizon politique français. Je suis Frankenpen, la chauve-souris d'extrême droite. Cet harcèlement est cautionné et alimenté par la presse de gauche. Libération, Canard enchaîné, Nouvel Obs, Mediapart, Télérama, Le Monde. Les chiens de garde au collier doré, comme les appelle Jean-Marie, sont légion pour abattre le front. Coalition de juges, de journalistes, de politiques et de contrôleurs fiscaux, le système se défend dans toute sa puissance pour empêcher l'émergence du Front National. Cette propagande a des répercussions tragiques. Yves Den et Pierre Fauchard sont battus à mort simplement pour avoir assumé de voter Le Pen. Entre 1986 et 1992, on recense 38 agressions violentes contre des adhérents frontistes. Une véritable anti-France se constitue autour de la haine du Front National. Sincèrement, peu d'hommes peuvent supporter une pression pareille. Mais Jean-Marie l'a dit à la création du Front National. Si je me lance, je ne m'arrêterai pas. Puis même s'il est haï et traité comme un pestiféré dans le monde médiatique, lorsqu'il visite des hôpitaux, des casernes de pompiers ou des commissariats, des attroupements d'hommes se créent pour le remercier. C'est à ce moment qu'il sait pourquoi il se bat. Aimé du peuple, haï des médias. D'accord, mais est-ce que ça emmène au pouvoir, ça? Le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin signe la mort du régime communiste en Russie. Jean-Marie est ravi. Son ennemi de toujours perd sa force principale. Mais l'écroulement de l'URSS donne de nouveaux défis à relever pour la France. L'Empire américain n'a plus de contrepoids et devient plus prédateur que jamais. Face à ce nouveau monde, l'alliance indéfectible avec l'Amérique contre l'URSS doit changer. Pour ça, le 19 novembre 1990, il se rend sur invitation de Saddam Hussein au palais de Bagdad. Une sympathie naturelle se crée autour de ces deux parias du système. Le raïs Saddam apprécie tellement Le Pen qu'il délivre des otages français capturés. Mitterrand est fou de rage d'avoir été exclu des négociations. Il fera tout pour éviter que l'avion de Jean-Marie et les otages atterrissent devant les caméras. Vraiment un sale monde la politique. En 1991, Jean-Marie et le Front sont à la fois les grands parias, mais aussi la seule alternative valable au système. La constance de ses opinions et la lucidité de ses analyses en font le plus grand concurrent de Chirac et Mitterrand. Les années passent et avec le temps,
une espèce de malaise s'installe dans le parti. Les idées ont beau avoir du succès dans la population, le pouvoir politique est cadenassé, ce qui laisse peu de perspectives ni de pouvoir au cadre du parti. Ce malaise naissant entraîne la plus grande crise que le Front National ait connue depuis sa création. Le 5 décembre 1998, Bruno Maigret, alors délégué général du parti, tente un putsch pour prendre la tête du parti. Un document secret, appelé document Carnix, circule sous le manteau. Des cadres accusent Jean-Marie de délaisser les petites élections, d'être un mégalo qui ne s'intéresse qu'à la présidentielle. À 70 ans, il est incité à transmettre le flambeau. Et Bruno Maigret se voit comme l'héritier légitime du Front National. Mais pour Jean-Marie, il n'y a aucun numéro 2 ou héritier du parti. Le seul et unique chef, c'est lui. Un congrès extraordinaire a lieu à Marignane, et le parti est tout simplement coupé en deux. C'est une véritable saignée qui démembre le Front National. 6 députés européens, 131 conseillers régionaux et un maire se barrent. C'est près d'un tiers des membres du bureau politique qui quittent le navire. Cette scission est une catastrophe et laissera des profondes cicatrices au Front National. Jean-Marie est atterré par l'événement. Lui qui avait déjà tant d'ennemis, il ne s'attendait vraiment pas à une tempête de cette ampleur dans son propre camp. La question que tout le monde se pose, c'est comment va-t-il se relever de ce drame? Surtout qu'une échéance capitale arrive, l'élection présidentielle de 2002. Après le chaos produit par la scission maigretiste, Jean-Marie se retrouve dans une situation bien délicate. 2 semaines avant le premier tour, il n'a toujours pas les fameuses 500 signatures pour se présenter à la présidentielle. Les sondages donnent Le Pen à 10% et les médias sont unanimes. Le parti est fini. On assiste alors à un changement de discours. La propagande de diabolisation des médias laisse place à l'ignorance et aux moqueries. Les 2 grands candidats, Jospin et Chirac, ne craignent plus du tout à un Front National affaibli et déclinant. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, que vous ne soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Mais c'était une grossière erreur. 20 h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Personne ne l'avait prédit. Jean-Marie explose les compteurs et donne tort à tous les sondages. Le Pen au 2e tour, voilà le résultat d'une toute petite baisse de la diabolisation médiatique. Mais le retour du réel ne durera pas longtemps. Pendant les 2 semaines de l'entre-deux tours, le théâtre antifasciste va battre son plein nuit et jour. Pour la gauche parisienne, c'est le ciel qui leur tombe littéralement sur la tête. Lionel Jospin, absent du 2e tour, est battu par Jean-Marie Le Pen. Aucun de ces jeunes ne l'avait imaginé. Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour. Et pour le monde médiatico-politique, c'est le diable en personne qui l'a remplacé. La période du 21 avril au 5 mai 2002 rassemble toutes les formes d'agression qu'a subi le FN depuis sa création. Dès 20 h, toutes les chaînes de télé s'affolent. Un état d'urgence est mis en place. La presse appelle les Français à rentrer en résistance. Alors que les manifestants communistes veulent prendre le maquis et crient « No passaran » dans les rues de Paris, Chirac, qui était appelé super menteur dans la presse, devient subitement le sauveur d'une république en danger. La démocratie, c'est le bien le plus précieux. L'éducation nationale prévoit des sorties de classe anti-Le Pen et des effigies de Jean-Marie sont brûlées en place publique. Tout le showbiz défile sur les plateaux télé pour faire pleurer dans les chaumières et cracher sur Jean-Marie. Les gens n'écoutent plus les hommes politiques et peut-être qu'ils vont nous écouter nous, c'est ce que j'espère. On sait exactement à qui on a affaire. Les gens doivent voter Chirac. Si Le Pen prend le pouvoir, plus jamais je serai libre. Et ça, c'est pas possible. On sera plus jamais libre. Faut aller voter. L'ICRAM, VRAP, UEJF, des centaines de pétitions et d'associations se liguent. On recense même une association de victimes de l'amiante jusqu'au MEDEF. En fait, tout ce qui touche une subvention de l'État appelle au barrage. Côté religion, la hiérarchie catholique et collectif de prêtres se forment contre Le Pen. Protestants, juifs, musulmans, même Alain Bauer, grand maître du Grand Orient de France, appelle à voter Chirac. Toutes les barrières ont sauté pour défendre une république que personne ne menaçait. Aujourd'hui, on sait que c'était une vaste blague. Jospin parle de théâtre antifasciste. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Mais le sommet de la lâcheté et du mensonge, c'est du côté de Chirac qu'on le retrouve. Après un mandat catastrophique, il refuse tout simplement de débattre avec Jean-Marie. Je n'accepterai demain
de débat avec son représentant. Refuser le débat. Curieuse idée pour sauver la République et la démocratie en danger. Le même spectacle et la même musique seront joués pendant 2 semaines. Aucun débat n'a été tenu entre les deux partis. Toutes les chaînes de télé diffusent le même message. Barrage, barrage, barrage. Personnellement, je trouve ça terriblement inquiétant. Un système qui s'autorise à renier la démocratie quand ça l'arrange n'est pas une démocratie. L'entre-deux-tours des présidentielles 2002 témoigne à merveille que la démocratie française est toute relative. Mais est-ce qu'il y a du positif dans cet événement pour Jean-Marie? En réalité, pas beaucoup. Cet événement aura surtout permis à Chirac d'être réélu avec un score de dictateur africain. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1%. Allez, il y a bien un peu de positif dans cette élection. Elle permet l'émergence d'une nouvelle tête au front, celle de la plus jeune fille de Jean-Marie, Marine Le Pen. C'est une jeune femme avec de la répartie et de la vivacité. Elle est un espoir pour l'avenir du front. Et de l'espoir, il va en falloir, car à 74 ans, Jean-Marie peut difficilement incarner le renouveau. Il va devoir trouver un héritier capable de porter haut la flamme du Front National, et ce défi se révèle loin d'être facile. On est en 2003, et bien que Jean-Marie soit entièrement maître de ses facultés, l'âge commence à peser sur ses épaules. La question du successeur est présente dans toutes les têtes. Une élection du comité central a lieu cette année, et Marine n'arrive qu'au 35e rang. Un Gollnisch, Bruno. Jean-Marie, déçu, pense qu'une coalition s'est organisée par des jaloux de sa fille. Contre l'avis des cadres du parti, il place Marine vice-présidente du Front National. En vérité, aucun complot n'avait été fomenté. Marine déplaît tout simplement au cadre du parti. Sur le coup, Jean-Marie n'y croit pas. Il pense qu'on essaye de l'attaquer à travers sa fille. Pourtant, ceux opposés à Marine sont les mêmes qui l'avaient soutenue face à Maigret, soit ses plus fidèles partenaires. Marine dérange. Mais pourquoi ? Elle semble être un nouveau visage parfait pour incarner le front. Certains disent qu'elle a 2 discours. L'un de façade, qui ressemble à la doctrine du Front National, l'autre, avec ses amis et les journalistes, serait bien différent. Depuis son arrivée au front, Marine n'est pas d'accord avec la ligne du parti. Elle la trouve démodée et trop extrême. Pour elle, il faut contrer la diabolisation, il faut s'assouplir, dire la ligne politique de son père. Elle est désormais vice-présidente et lance sa politique de dédiabolisation. Une politique qui ne plaît pas à tout le monde, surtout aux anciens du parti qui pensent que dédiaboliser, c'est admettre qu'en somme, les médias avaient raison et que leur ligne politique était bel et bien trop extrême. Ces 2 visions rentrent immanquablement en collision, et dès 2005, une première confrontation a lieu entre Jean-Marie et sa fille. Dans une interview pour le journal Rivarol, Jean-Marie déclare que l'occupation allemande ne fut pas exceptionnellement inhumaine. Cette déclaration en choque plus d'un. Mais de la part de quelqu'un qui a vécu cette période et qui plus est a perdu son père à cause d'une mine allemande, il est plutôt bien placé pour parler. Quoi qu'il en soit, ça passe pas du tout pour Marine. Elle dit que son père ruine la nouvelle ligne politique du parti. En plus, depuis la loi Fabius-Guessot, qui atteint gravement la liberté d'expression et de recherche sur la Seconde Guerre mondiale, la phrase de Jean-Marie est condamnée à 10 000 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis. À partir de ce moment, on voit au front 2 lignes distinctes se séparer. Une tenue par Jean-Marie et les anciens, on va l'appeler la ligne traditionnelle, qui parle franchement et sans pincettes, et l'autre, dédiabolisante, qui est défendue par Marine, qui est un peu plus feutrée, plus politicienne. Elle veut adoucir les positions du parti, les rendre plus vendables, plus facilement présentables devant les médias. Franchement, les 2 positions se défendent, elles ont chacune leurs avantages et leurs défauts. Mais en 2005, la politique bouge, et un homme met gravement en danger la ligne du parti. Nicolas Sarkozy. Sarkozy, vous le connaissez. Il vient tout juste d'être désigné nouveau ministre de l'Intérieur. Ambitieux, il se donne l'image d'un dur et cumule les interventions polémiques, mais qui plaisent à l'électorat du Front National. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Et alors, excusez-moi, mais nettoyer, on n'est pas des animaux. On n'est pas une qu'est-ce qu'il dit ça? On nettoie les trafics. On nettoie pas des gens. Entre 2005 et 2007, Sarkozy se présente comme le candidat d'une droite forte et gagne en popularité. Le problème avec vous, c'est que vous remontez toujours à Mathusalem. Ah oui? Peut-être une époque que vous avez connue, j'ai du mal à suivre. Il apparaît comme le candidat idéal pour la présidentielle. Côté Front National, Jean-Marie fait face à de nombreux départs. Karl Lang, qui avait tant fait pour le parti, démissionne à cause de la nouvelle politique de dédiabolisation. Quand la campagne présidentielle commence, Jean-Marie a le cul entre 2 chaises, comme on dit. D'un côté, il veut faire valoir cette nouvelle approche plus douce tenue par sa fille, mais en même temps réaffirmer ce qui a historiquement valu tant de succès au parti. Cette campagne est hyper intéressante, car Jean-Marie met l'accent sur des nouvelles problématiques. Il lance sa campagne à Argenteuil, un quartier populaire principalement habité par des extra-européens, et tend la main à cette population pour en finir avec le communautarisme. Certains veulent vous carchériser pour vous exclure. Nous voulons vous aider à sortir de ces ghettos de banlieue où les politiciens français vous ont parqué
pour vous traiter de racaille par la suite. Mais cette démarche ne plaît pas à tout le monde. Certains cadres du Front reprochent à Jean-Marie de brouiller l'image du parti. En vérité, cette campagne est la preuve que le combat de Jean-Marie dépasse les questions migratoires. Il rappelle, par la même occasion, qu'il n'a rien contre les immigrés, mais que c'est l'immigration massive et incontrôlée qu'il combat. Vous êtes une partie des esprits libres et vous êtes le bienvenu au Front National. Malheureusement, une partie des électeurs ne comprennent pas vraiment le sens profond de sa démarche. À côté, Sarkozy, épaulé par l'éminent journaliste Patrick Buisson, muscle sa droite et capte une partie de l'électorat du Front National. Et d'ailleurs, s'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. La conséquence est sans appel. Jean-Marie obtient 10,44% des suffrages à la présidentielle, soit son pire score depuis 30 ans. C'est pas terrible, mais au moins, financièrement, la campagne est remboursée. En plus, les élections législatives approchent, le Front National doit se réveiller. Malheureusement pour lui, les Français croient encore que la sécurité et l'identité sera réhabilitée par Sarkozy. Les électeurs délaissent le Front en faveur de l'UMP et de trop nombreux candidats frontistes n'atteignent même pas les 5% nécessaires pour le remboursement de la campagne. Après les législatives de 2007, le Front National est littéralement ruiné. Pour rembourser, Jean-Marie doit vendre le siège du Front National, son fameux paquebot de Saint-Cloud, vient s'ajouter la suppression des 2 journaux du parti et la fête des bleus blancs rouges et sans poste permanent. C'est un coup très dur pour Jean-Marie. Entre la scission maigretiste et ces terribles élections, 10 ans se sont passés, mais le Front National semble avoir perdu 15 ans de travail acharné. Dans cette période, des cadres pleins d'avenir partent du front. Le dernier est le fameux Alain Soral, en 2009, qui avait pourtant fait un travail considérable pour le parti. Entre 2007 et 2011, Jean-Marie se démène pour laisser un parti correct à son successeur. Il solde des comptes catastrophiques, rétablit la confiance des militants et surtout récupère les électeurs trompés par les mensonges de Sarkozy. Le 12 avril 2010, Jean-Marie a 82 ans et annonce son départ du bureau politique. C'est le début de la passation de pouvoir au Front National. Seuls 2 candidats sont en lice. À droite, Bruno Gollnisch, ami et bras droit de Jean-Marie. À gauche, Marine Le Pen, la plus jeune fille de Jean-Marie. Celui qui aura le soutien du patron est quasiment sûr de gagner. Et Jean-Marie a beau être républicain, il reste traditionnel dans l'âme. En conséquence, il soutiendra sa fille à l'élection. Le 16 janvier 2011, à l'issue d'un gigantesque congrès, Bruno Gollnisch, 5522 voix, soit 32,35%. Marine Le Pen, 11 546, soit 67,65%. Marine Le Pen est élue présidente du Front National. Marine est élue aux 2/3 des voix. Elle est alors la nouvelle présidente du Front National. Après avoir autant fait pour le parti, après avoir attrapé tant de fois des causes perdues et remis autant de fois sur pied, le Front, il a bien mérité une bonne retraite. Si t'as bien lu la phrase sur ce magnifique tableau, tu saurais que Jean-Marie et les retraites, ça fait 2. Sa carrière politique n'est pas finie et il devient président d'honneur du Front National. Jean-Marie n'est plus à la tête du front. C'est désormais Marine qui dirige. Et comme on dit, tel père, telle fille. Ou pas. Pendant les années où son père essayait tant bien que mal à sauver le parti, la stratégie de dédiabolisation avançait ses pions. Une fois présidente, les cadres du parti, du moins ceux qui n'avaient pas déjà quitté le navire, sont mis de côté. Un nouveau tandem gère toute la ligne politique du front. Marine à sa tête et Florian Philippot à sa droite. Ce duo, épaulé par Louis Alliot, tient le parti d'une main de fer, égard à celui qui voudrait s'y opposer. Ce diktat au sein du parti ne plaît pas à Jean-Marie, surtout qu'il n'apprécie pas du tout les manières de Philippot. Les années passent et le Front National retrouve sa superbe d'antan. Des nouvelles têtes, comme Julien Rochdy et Marine bien sûr, font valoir le combat historique pour la France et les Français d'abord. Marine est convaincue que c'est grâce à sa politique de dédiabolisation en cours que le parti prospère. Mais Jean-Marie n'est pas d'accord avec sa fille. Il conçoit que cet adoucissement est plutôt bon, mais pour lui, c'est avant tout la ténacité et l'éternelle franchise du Front National qui les valorise. Il pense que c'est plutôt la réalisation de tout ce qu'il avait annoncé 30 ans plus tôt, que ce soit la mort du communisme, sur l'éclatement du lien social ou sur l'immigration, qui est la cause de ce regain de puissance. En plus, il pointe la trahison des élites politiques, leur franche nudité et les conséquences désastreuses de leur politique sur la situation sociale et économique française. Cette malheureuse conjecture donne de l'air au Front National, qui a toutes les cartes en main pour convaincre un peuple français trahi et déçu. Mais Marine et Philippot sont obstinés par leur stratégie de dédiabolisation. Et Jean-Marie, si vous avez bien suivi, vous savez que c'est pas le genre à rester tout sage dans son coin. 2 affaires consécutives vont lui être fatales.
au Front National. La première se passe le 9 juin 2014. M. Nohain a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et M. Bruel aussi. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. L'affaire est discutable. Pour Jean-Marie, il n'y a pas d'histoire. Les journalistes ont surinterprété, comme souvent lorsqu'il s'agit de ses propos. Mais au front, c'est la panique, et les proches de Marine veulent qu'une chose, virer Jean-Marie. La deuxième affaire arrive le 2 avril 2015. Lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz toujours étaient un votre détail pensée. de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail Vous des chambres à maintenez gaz. ces propos? Oui, absolument. Je les maintiens parce que je crois que c'est la vérité. Pour Marine, c'en est trop. Elle ne veut plus être associée, ni associer le parti à son père. Je ne suis pas une adepte du conflit, bien au contraire, mais les derniers actes qui ont été les siens sont à mon avis inadmissibles. Et moi, je les ressens véritablement, encore une fois, comme une malveillance. Et à l'égard du Front National et à mon égard. Jean-Marie, alors mis au courant de son renvoi prochain, se rend au dernier défilé de Jeanne d'Arc en tant que président d'honneur. Et dans un cri du cœur, il implore à la sainte patronne de lui venir en aide. Ou plutôt, de venir en aide à sa fille et à son pays. Il patiente à quelques mètres de là, entouré de ses fidèles. Pourquoi vous ne défilez pas à côté de votre fille? Et pourquoi tu fermes pas ta gueule? Chacun est à sa place. Chacun est à sa place. Et quelques instants après sa fille, il rend à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon. Jeanne, au secours! Quoi qu'il en soit, Marine réunit 9 cadres pour voter la suspension de son père au parti. 2 sont absents, 2 votent contre et 5 pour. C'est décidé, Jean-Marie Le Pen est exclu du parti qu'il a créé 43 ans plus tôt. Le coup passe mal. Jean-Marie dénonce l'emprise de Philippot sur le parti et sur sa fille. Il trouve que cette sorte de parricide moral est un crime politique. Au front, après ce renvoi, la stratégie de dédiabolisation est définitivement achevée. Marine et Philippot règnent d'une main tyrannique sur le parti. Pour mieux comprendre la vie interne du front, je vous recommande la vidéo de Julien Rochdy sur son parcours au Front National. Il dévoile toutes les petites querelles qu'il pouvait y avoir à ce moment. Je vous mets le lien en description. Après les tensions redescendues, Jean-Marie soutient toujours sa fille. Il regrette simplement le traitement cruel qui lui a été réservé et trouve dommage qu'à l'heure où la radicalité est à la mode, Marine ait autant voulu rentrer dans un système qui les a toujours rejetés. Jean-Marie Le Pen est l'incarnation d'une France déclassée, marginalisée et rejetée du pouvoir. Ce Gaulois réfractaire a vécu pour l'amour de la France et des Français. En 47 ans, les stratégies du système pour nuire à la volonté du peuple se sont renforcées et ont pris, comme en 2002, des airs de fascisme décomplexé. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Macron a désormais repris le flambeau du théâtre antifasciste, mais les Français semblent peu à peu ne plus croire à ce spectacle fatigué qu'on leur fait tous les 5 ans. À son dernier discours au Parlement, Jean-Marie prononçait ces mots. Député qui êtes resté aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira. Les mots d'un homme attaqué brutalement toute sa vie pour avoir défendu sa patrie. Les mots d'un homme qui avait vu quand les autres ne voyaient pas. Il est le tribun du peuple, mais, comme tant d'autres, amoureux d'un pays qui lui aura fait tant de mal et respectueux d'une république qu'il ne l'aura jamais vraiment respectée. Aujourd'hui, Jean-Marie a 94 ans. Il vit paisiblement dans sa maison proche de Paris avec sa femme Janie et ses lévriers. Il reçoit des amis et des journalistes. Récemment, il a écrit ses incroyables mémoires que je vous recommande fortement d'acheter et de lire surtout. Sans elles, je n'aurais jamais pu faire cette vidéo. Les 2 tomes sont passionnants, alors si vous aimez l'histoire, la politique et surtout la France, n'hésitez pas. Malgré son grand âge et la fatigue qui va avec, Jean-Marie a toujours une grande finesse d'analyse. Chaque semaine, vous pouvez retrouver ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vie de Jean-Marie, je vous invite à cliquer ici pour compléter cette découverte. Pour les autres, vous connaissez maintenant les grands moments de la vie de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Si vous avez aimé cette vidéo, merci d'appuyer sur le pouce en l'air et de me le dire en commentaire. Pour me soutenir et surtout pour être au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Appuyez bien aussi sur la cloche
cloche pour être informé lorsqu'une vidéo sort. Semaine prochaine, nouvelle vidéo. Si vous voulez savoir le sujet, je vous recommande de vous abonner à mon Instagram, le lien en description. Et pour vous procurer ce magnifique tableau du menhir, Esthète, la nouvelle marque esthétique d'un ami, le lien et la réduction en description. C'était Mehdi Mathieu, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.